J'ai eu l'opportunité de travailler depuis entre 15 et 20 ans maintenant sur le marché espagnol, aussi bien dans les domaines de transport urbain qu'interurbain. Et en Espagne, c'est tout simple, les gares routières font partie du paysage. Ce n'est pas une question qu'on se pose. Avoir une gare routière dans une ville, c'est naturel. Il n'y a pas d'enjeu particulier, c'est normal. Bon, en France, je crois qu'il y a 2 ans, on ne se serait pas trop posé la question de gare routière. Je crois que j'avais vu un rapport de la FNTV de l'année 2012 où il était évoqué qu'il y avait un département sur 2 uniquement qui était équipé de gares routières, mais c'était un constat sans plus. En France, on va dire les gares routières existaient, mais elles ont été plus ou moins délaissées, abandonnées avec le temps. Alors, en contrepartie, si on prend ce qui se passe en Espagne, on est dans un contexte assez différent. Il y a 60 ans d'expérience derrière, c'est-à-dire qu'il y a un retour d'expérience très important avec 60 ans de grandes lignes nationales, également de lignes locales, et tout ceci avec des gares routières comme élément de desserte des villes et de points de connexion de ces différentes lignes dans le pays. Donc c'est vrai qu'en France, c'est aujourd'hui très dur de comparer cela. On est sur un marché de grandes lignes qui est extrêmement récent. Il n'y a pas de vrai retour. Le seul retour qu'on peut avoir, à la limite, est indirect. Ce serait le retour du modèle allemand, qui est un pays voisin, dans un contexte proche, avec une libéralisation de type similaire. Et à ma dernière connaissance, lors d'un échange avec un consultant allemand sur le sujet, après 4 ans, c'est un marché qui n'a pas encore trouvé son modèle économiquement parlant. Aucune entreprise en Allemagne ne gagne de l'argent. Il y a du volume, il y a des passagers, mais il n'y a pas d'argent. Donc c'est une question à se poser aussi bien sur le modèle de ligne en fait, que le modèle de gare routière. Parce qu'au moment où on va commencer à parler des gares routières, il va falloir parler de la gouvernance de ces gares routières, des modèles économiques. Et là-dessus, aussi bien au niveau des lignes que des gares routières, nous avons le retour d'expérience espagnol. Dans le cas espagnol, par exemple, on a aujourd'hui environ 360 infrastructures de type gare routière, dont 280 qui sont classées comme gare routière. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont classées comme gare routière? Parce qu'une simple infrastructure qui accueille un autobus ou un autocar n'est pas une gare routière. En Espagne, être une gare routière, c'est assez simple. Il y a la loi, équivalent de la LOTI, la LOT espagnole, qui indique une série de critères. Et lorsqu'on répond à ces critères, on peut être classé en tant que gare routière. Donc, par exemple, il faut avoir une entrée différenciée pour les voyageurs et pour les véhicules. Il faut avoir des quais protégés à l'abri. Il faut avoir, par exemple, des consignes. Il faut avoir de la messagerie pour pouvoir transporter des objets ou des paquets avec les autocars. Bref. Et donc, je vais en profiter maintenant pour vous montrer en image quelques exemples de gares routières, en sachant qu'il ne faut pas forcément comparer. Je dis bien, on a des contextes différents et on a 60 ans de retour d'expérience en Espagne. Donc, un marché très consolidé. Aujourd'hui, le marché espagnol, c'est 6 fois le marché français de grande ligne, marché français version optimiste, puisque cette année, je crois qu'on table sur 3 à 5 millions de passagers. L'Espagne, ce sont 30 millions. Et on voit bien la différence d'un marché mûr et d'un marché qui ne l'est pas, c'est qu'en France, il y a un potentiel de croissance. En Espagne, aujourd'hui, c'est plutôt un potentiel de descente, de baisse de passagers, puisque les lignes à grande vitesse continuent à s'étoffer dans le pays. Et les passagers ont tendance à préférer finalement la grande vitesse, il faut le dire. Désolé pour les autocaristes, avec tout mon respect, mais c'est vrai qu'à prix similaire, on préfère la grande vitesse. Et puis par contre, il y a toute une niche de marché par contre pour les lignes d'autocars. Pardon, vous disiez à prix similaire, les Espagnols préfèrent la grande vitesse, ça veut dire que le prix de l'autocar n'est pas celui qu'on constate aujourd'hui en France, autocar longue distance. Non, c'est pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est que le chemin de fer espagnol avait positionné son tarif TGV sur un tarif réaliste. Et il faut savoir que l'Espagne, c'est un pays qui a une population 30% inférieure à celle de la France et qui en plus passe par une crise. Donc après de très lourds investissements ferroviaires, l'État a fait le constat suivant, nos trains ne sont pas pleins. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vu que la société de chemin de fer est publique, de toute façon elle perd de l'argent, c'est pas un problème, on va baisser les tarifs pour au moins remplir les trains. Déjà qu'on a fait un investissement, autant faire en sorte que cet investissement soit rentabilisé d'une certaine façon, au moins socialement. Et ces baisses de tarifs assez importantes ont généré depuis déjà plusieurs années une baisse du trafic par autocar. Par contre, l'autocar a toujours ses niches sur les zones très montagneuses où le train n'est pas très pertinent et où il n'y a pas de la grande vitesse. Et ce qui peut surprendre aussi, c'est que dans le modèle, je ne vais pas rentrer sur ce débat-là, mais dans le modèle concessionnel espagnol, lorsque vous avez accompli votre mission de service public, puisque ce sont des concessions, ce ne sont pas des contrats, on va dire que ce n'est pas un marché totalement libre d'accès, on ne dit pas allez-y, chacun fait ce qu'il veut, la maison invite. C'est non, si vous voulez exploiter une ligne, passez par une procédure d'appel d'offres, comme cela se fait en France sur tous les autres
votre système de transport. Et si vous êtes le mieux-disant au niveau prix, au niveau offre, au niveau qualité, vous aurez le marché. Si vous avez le marché et que vous remplissez votre marché, c'est-à-dire vous avez fait par exemple 10 courses par jour aller-retour sur un trajet, et que vous avez un potentiel additionnel de passagers, vous avez le droit de proposer des courses supplémentaires comme vous le voulez et dans les conditions que vous voulez. Par contre, il faut demander l'autorisation au ministère pour validation, tout simplement. Et dans ce cas-là, on voit apparaître des autocars à très haut niveau de service. Quand je dis très haut niveau de service, c'est que les sièges, ça ressemble un peu à une business class d'avion. Je précise, parce que je n'ai pas encore vu ça en France. Et on a des grands écrans, pratiquement comme sur le PC, en face du passager dans le siège, des grands sièges qui se couchent avec hôtesse à bord qui vous sert des plateaux repas, etc., etc. Et ces autocars-là, qui coûtent le double d'un trajet normal, eh bien, ce qui peut surprendre, c'est que généralement les opérateurs les ont bien axés sur des lignes où il y a un déficit en chemin de fer, et ils ont leur clientèle. Il y a une clientèle qui, justement, achète ce type de service, et généralement, ils sont remplis avant même les autres autocars plutôt low cost. Ça peut surprendre, mais bon, tout dépend en fait du contexte, ce qui prouve qu'on n'a pas de règle absolue. Chaque cas est différent. Et je crois que le cas des gares routières espagnoles, avant de les présenter, je dirais également ça, attention à ce que vous voyez, les contextes sont différents. Donc, ce que je présente ici, ce sont que des images, tout simplement. Ça, par exemple, c'est la gare routière d'une commune qui a une quinzaine de milliers d'habitants. À 50 km de Madrid, on peut dire qu'il y a 15 000 habitants à cette gare routière, oui, parce qu'elle accueille des trafics de transport de banlieue. Il n'y a pas vraiment de grande ligne dans cette gare, mais il y a aussi tous les flux touristiques. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte similaire un peu à Versailles. Et ce que font dans ce cas-là les autocars de tourisme, qui ont l'obligation de faire d'ailleurs, c'est de déposer les passagers dans la gare routière pour éviter d'avoir un peu la pagaille au niveau circulation. Ça, c'est la même gare vue de l'extérieur qui est totalement intégrée en fait à la ville. On voit qu'il y a des commerces, il y a des restaurants, il y a une terrasse au-dessus, etc. Bon, c'est la typique gare routière, on va dire, de banlieue. Dans ce cas-là, typique gare routière, non, plutôt typique gare routière dans un centre plutôt historique et confiné. Ici, nous avons une gare routière moderne avec beaucoup plus d'espace. Alors, on voit cette sorte de grosse tour. Et bien, cette grosse tour, dans ce cas-là, c'est un gymnase. C'est un espace commercial qui a été occupé par un gymnase, salle de sport. En dessous, on voit cette gare routière qui est celle d'une commune de 50 000 habitants. Voici le hall d'attente. Au fond, on peut voir une cafétéria. Sur la droite, des commerces. Il y a une zone avec des guichets. Ça, c'est un cas particulier. Je crois que c'est un peu comique de le montrer. C'est une gare routière qui date quand même de 1948, qui est construite en hyper-centre-ville. Et on voit bien qu'elle est au milieu des immeubles. En fait, toute la coupole qu'on voit, c'est la gare routière qui est recouverte au milieu des immeubles et qui fonctionne très bien. Bon, l'avantage de ce type de gare routière, c'est qu'elle est à 200 mètres du centre piéton. Mais ce type de contexte, comme je dis, arriver à mettre ça en France aujourd'hui, c'est presque impossible. Il faudrait prendre des habitants, des logements existants, aller y mettre quelque chose. Non, tout a été construit, on va dire, à la même époque là-dedans. Voilà l'intérieur de la gare routière. Ça n'empêche pas d'être relativement propre et agréable. Là, on a un exemple de gare routière très récent, construite en 2015, si je ne me trompe pas, ou 2014. Donc cette gare routière, ça c'est un aéroport, on va dire, urbain. Celle-ci, on voit les espaces d'attente. Ce n'est pas une très grande ville, c'est une agglomération, une ville d'environ 230 000 habitants qui a cette gare. Donc ça, ce sont les espaces d'attente. Et ça, ce sont les quais voyageurs à l'extérieur, du moins une partie des quais, puisque ça en forme de U. Et là, on voit le fond du U. Mais après, il y a les deux autres branches qui continuent à accueillir des quais pour les passagers. Là, c'est un contexte un peu différent puisqu'on est dans un contexte de pôle d'échange madrilène. Donc, on ne voit rien puisque tout est souterrain. À gauche, on a une ancienne gare ferroviaire transformée en partie en centre commercial et l'autre partie, bien sûr, c'est une gare ferroviaire. On n'avait pas un besoin excessif de trafic dans cette gare. Et en dessous, en sous-sol, on trouve le pôle d'échange sur plusieurs niveaux. Il y a des lignes grande distance, des lignes de moyenne et courte distance et également des autobus urbains. Ça, c'est l'intérieur de ce pôle d'échange, une zone d'attente avec une cafétéria. Et ça, c'est l'accès aux quais pour les véhicules. Donc, il y a une séparation dans tous ces pôles d'échange madrilènes. Les quais voyageurs sont séparés des quais véhicules, tout simplement pour des raisons de confort et de pollution. Parce qu'au tout début, ils ne l'étaient pas. Dans les années 90, rester 5 minutes dans ce type d'espace, c'était absolument horrible, quoi. Ça sentait très mauvais, il faisait chaud. Là, c'est climatisé. Vous avez des espaces d'attente avec des cafétérias. C'est quand même assez différent. Là, on a un autre cas aussi qu'on aura du mal à reproduire en France, c'est la gare routière principale de Madrid, sachant qu'à Madrid, maintenant, tout est réparti. Il y a la gare routière principale plus les pôles d'échange, donc il y a 6 pôles d'échange. La gare routière principale, on la voit en hauteur, donc aux alentours, on voit des espaces de bureaux. Tout en haut, je n'ai pas un pointeur malheureusement, mais tout en haut de cet espace, on voit une petite courbe, c'est une gare ferroviaire de banlieue. Et puis bien sûr, ce bâtiment en T, on va dire, en L ou en forme de marteau si on veut, c'est la gare routière de Madrid. Donc voilà, le contexte urbain vu depuis une vue piétonne. Ça, c'est le hall d'attente principal, plutôt le hall de vente principal. Espace hall de vente, de l'autre côté se trouve le hall d'attente. On voit les espaces donc, de vente ici de tickets pour les passagers.
Là, on rentre plutôt du côté du hall d'attente avec la cafétéria. Les cafétérias, il y en a plusieurs. Et l'autre entrée, donc celle qui se trouve tout à fait, bon, on ne voit pas ici le plan, puisque c'était le plan tout à l'heure, tout à fait au sud de la gare, tout en bas. Donc il y a plusieurs entrées. Voilà, bon, ça c'est juste pour... vous avez ici mes coordonnées de toute façon. Mais je vais continuer après avoir montré ces quelques images, juste pour dire que c'est des images qui correspondent à un contexte, merci, qui correspondent à un contexte très particulier, avec plus de 60 ans de retour. Aujourd'hui, on a l'exemple inverse en Espagne, où il y avait un chemin de fer assez squelettique, qui s'est développé fortement, en particulier la grande vitesse. Et bien sûr, une des priorités, c'était de construire des gares ferroviaires, puisque la grande vitesse, dans les très grandes villes comme Madrid, Barcelone, etc., bon, on va desservir le centre. Sur les villes secondaires, on n'allait pas dévier une ligne de grande vitesse avec les coûts que cela suppose pour aller dans un centre-ville de 20, 30 ou 50 000 habitants. Donc dans ce cas-là, on a fait passer les grandes lignes au plus proche et on a mis des gares, des belles gares ferroviaires toutes neuves. Et là, eh bien, on s'est rendu compte que parfois, c'était un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a voulu faire absolument tout ce qu'il fallait, de magnifiques gares pour être à la hauteur de tous les autres Européens. Et on a des cas où les gares sont clairement surdimensionnées. Si on prend l'exemple de Saragosse, je n'ai pas mis de photo, il y a une gare qui est absolument immense, c'est un bâtiment impressionnant. Je crois que même la gare de Paris, gare de Lyon est petite comparativement en termes de bâtiments. À côté de ça, 10% de la gare, c'est une gare multimodale, est dédiée à la gare routière. Donc la gare routière est intégrée dans la gare ferroviaire. À première vue, un projet excellent. Et dans la pratique, on voit qu'il y a environ, de mémoire, 2 millions et quelques mille passagers qui empruntent la gare routière. Et puis il y en a, guère plus, à peine plus, qui empruntent la gare ferroviaire. Donc un bâtiment immense, mais immensément vide et avec peu de passagers. Donc là, on a le retour inverse, c'est qui a investi, qui retourne sur l'investissement. Ça, c'est une grosse difficulté derrière. Et des cas comme ça, on peut en trouver plein. Par exemple, entre Valence et Cuenca, il y a une ville qui s'appelle Requena, qui a environ 20 000 habitants, 25 000 habitants. Il y a une autre ville pas trop loin aussi, qui en a une trentaine de milliers. Bon, logique, il fallait faire une halte ferroviaire pour ces gens-là. Une halte a été faite. C'est clair qu'il y a une gare, on va dire une mini-gare qui a été faite, mais c'est quand même à la dimension TGV. Sachant qu'en Espagne, les TGV, depuis toujours, je précise, parce que parfois ça fait polémique, depuis toujours, on a un système de contrôle, comme dans un aéroport, et les personnes passent leur bagage au scanner et embarquent ensuite dans le TGV. Ça fonctionne depuis les années 90 en fait. Et toutes les gares sont équipées et conçues de cette façon-là. Donc on arrive sur une gare comme ça, bon, le minimum ça exige quand même certains espaces, et on a une gare désespérément vide avec 2 trains qui s'arrêtent par jour. Donc c'est vraiment un investissement inutile quand on le voit d'extérieur. Je voudrais quand même revenir au sujet de ces modes de gouvernance et de ce financement. Bien sûr. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas un trafic en open access, donc il y avait des appels d'offres, etc. Est-ce qu'on peut en déduire que sur ces gares routières, l'investissement est public, qu'une partie des revenus du transport va au financement? Comment ça se passe exactement sur ces gares routières parce qu'on va devoir conclure oui. Pour après donc pour aller sur le débat. Pour revenir sur en fait, la gouvernance de ces gares routières, on a plusieurs modèles de gestion. Alors, il existe des gares routières municipales. L'aéroport urbain que je vous ai montré tout à l'heure, c'était une gare routière municipale. On peut la constater parce qu'elle a peu de commerce, donc finalement, on sait qu'elle sera déficitaire. Et dans ce cas-là, la mairie assume qu'elle veut cette gare routière comme elle le souhaite. Et il n'y a pas un but, on va dire, derrière de récupération de l'investissement. Après, il y a des sociétés mixtes. Par exemple, la gare routière de Madrid est une société d'économie mixte, un type SEM. Et la plupart sont sous régime de concession administrative, de concession en fait plutôt, telles que le sont d'ailleurs les lignes. La grande différence que vu le niveau d'investissement, ce sont des concessions qui sont généralement sur une trentaine d'années. Donc là-dessus, le modèle économique qui fonctionne dans les concessions, généralement, c'est le suivant. Il y a plusieurs sources de recettes pour le concessionnaire. Donc le concessionnaire investit. Ensuite, il a une concession relativement longue parce que c'est un investissement lourd et avec des recettes qui ne sont quand même pas énormes. Il y a des coûts de fonctionnement qui sont assez fixes et assez stables dans tous les cas, en particulier des coûts comme l'électricité. Eh bien, ça peut paraître bête, mais dans une gare routière comme Madrid, ça représente un coût important. Et à côté de ça, eh bien, ils vont se rémunérer sur la location des espaces commerciaux, sur la location des guichets, puisque dans ce cas, les transporteurs, généralement, fournissent un guichet dans ces gares routières. Ils vont se rémunérer sur les places de stationnement lorsqu'il y a du stationnement. Et aussi et surtout, le principal modèle, et là, on peut trouver des centaines de déclinaisons selon les gares routières, c'est le voyageur. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un autocar rentre avec un voyageur, eh bien, l'autocar, généralement, va payer par unité, il est arrivé. Ensuite, en fonction du nombre de passagers que transporte cet autocar qui vont descendre dans cette gare, il y aura un coût par passager. Ça peut être 50 centimes, 60 centimes, 10 centimes. C'est très variable selon les gares routières. Et puis également, l'autocar, en fonction du temps qu'il va stationner dans cette gare routière, il devra acquitter un montant de stationnement.
Donc c'est clair que ça, c'est le modèle de gouvernance et de fonctionnement espagnol. Maintenant, il faudra voir comment adapter ce système à la France ou alors penser à quelque chose de très différent. Il faut préciser qu'aujourd'hui en Espagne, il n'y a plus que des gares routières, il y a d'autres choses qui se sont créées. On a les gares routières d'une part typiques dans les villes qui existent depuis la création pratiquement des concessions. On a les pôles d'échange à Madrid qui sont beaucoup plus multimodaux, qui ont une philosophie très différente, qui sont très intégrés dans le tissu urbain et dont le modèle économique est en partie basé sur les gains de temps qu'ils génèrent aux autobus grâce aux sites propres d'accès. Et il y a aussi des systèmes un peu étranges à première vue, mais qui fonctionnent de plus en plus. Bon, de plus en plus, maintenant, le marché est assez calme en Espagne du fait de la stagnation. Mais ce sont par exemple les aires d'autoroute. Il y a des aires d'autoroute ou des gares routières qui sont des pseudo-aires d'autoroute. Quand on prend une ligne qui fait 6 heures de trajet, il y a forcément une pause au milieu. Bon, eh bien, parfois, il est utilisé le temps de cette pause pour créer une sorte d'aire d'autoroute dédiée aux autocars, mais cette aire d'autoroute fait aussi objet de gare routière. Donc on peut y acheter son ticket et on peut continuer son trajet. Dans certains cas, c'est du mixte. On sort l'autoroute, on a cette sorte de gare qui fait gare routière et aire d'autoroute. Ça fait le temps de pause. Et puis ensuite, l'autocar continue son trajet. Donc, pour avancer enfin et conclure, en France, il ne faut pas penser qu'on est non plus totalement orphelin. Moi, je me rappelle du cas de la gare de Vèze à Lyon, qui a déjà plus de 20 ans. C'était un pôle d'échange multimodal plutôt de type urbain, avec autour du renouvellement urbain, avec des logements au-dessus, avec du parking relais dessus, avec le métro en dessous, et une gare ferroviaire aussi dedans. Donc on peut se dire que des exemples en France où on peut rattacher de la ligne grande distance, il en existe. Et puis des éléments d'inspiration, on en a. Quand on prend un exemple, c'est vraiment un pur exemple théorique, si je prends l'Est lyonnais, on a une Ronde Road 4 qui passe, où on pourrait imaginer que des autocars qui vont du nord au sud passent également, et il y a une ligne ferroviaire qui relie l'aéroport au centre de Lyon. Peut-être qu'il y a un espace adéquat pour y créer une sorte de gare routière ou un pôle. Donc je crois qu'il va falloir être très souple là-dessus, mais aussi, et ça c'est peut-être l'élément de conclusion, fixer quand même des critères, savoir où on va et avec quels critères. Parce que pour revenir sur le système ouvert, open access français, on commence à avoir un petit retour, on ne l'a pas vraiment sur le système open access français, les lignes se développent. Par contre, il n'y a pas vraiment de règles, puisqu'il y a des règles basiques, mais le marché est totalement ouvert, et il n'y a pas tout à fait un contexte d'égalité de chance. Il n'y a pas tout à fait un contexte, une garantie que cette libéralisation fonctionne très longtemps, puisque finalement, si vous avez un modèle déficitaire, ou alors tôt ou tard, les personnes s'habituent à ce service, et il faudra le subventionner parce que les opérateurs diront « Ah ben si je ne gagne pas d'argent, j'arrête ». On ne peut plus arrêter un service qui transporte 10 ou 20 ou 30 millions de passagers, c'est quand même très dur. Ou alors à l'inverse, il y aura un monopole qui se produira parce que tout le monde jettera l'éponge, sauf un ou deux, et puis finalement, le marché sera finalement très resserré, ce qui serait dommage. Donc en prenant tout simplement pied sur cet exemple, il faudrait que pour les gares routières, un cadre quand même assez clair soit fixé et des objectifs aussi clairs soient fixés. Par contre, il faudra laisser aussi une marge de manœuvre à la créativité et à la flexibilité pour s'adapter. Merci beaucoup. Merci. C'est une parfaite transition pour le débat qui doit suivre. Juste une petite question de détail avec une réponse très courte. On a compris qu'il y avait grosso modo trois modes de gouvernance des gares municipales, des SEM et des concessions. Qui sont les concessionnaires? Et deuxième question, est-ce qu'il y a un régulateur ou une autorité organisatrice en Espagne? Réponse très courte. Bonne question, je vais faire le plus court possible. Il y a deux cas de figure. On a ou soit les régions qui sont autorités organisatrices, d'accord, soit les communes, les villes. Dans ce cas-là, à Madrid, c'est la mairie de Madrid qui est directement titulaire de la SEM avec un opérateur. Concernant les exploitants de ces gares ou les concessionnaires, la plupart de ces concessionnaires sont des opérateurs d'autocars grande ligne. Eux-mêmes, ce n'est pas des boîtes de BTP, c'est les opérateurs eux-mêmes qui ont investi dans ces gares. La plupart du cas, voilà, ce sont les opérateurs eux-mêmes qui ont investi dans les gares. Il y a peut-être le cas des pôles d'échange plus récents où les investissements étaient beaucoup plus lourds. Et là, généralement, c'est un mix BTP transporteur. Merci beaucoup, Grégory Carmona-Ruz.